Hélas, trop nombreux sont les organismes sur cette terre pour pouvoir s'intéresser à chacun d'eux dans ces vidéos. Et pourtant, ils ont tous un petit quelque chose, ils ont tous un caractère qui les rend surprenants. Aujourd'hui, c'est la limule qui est mise à l'honneur dans cette vidéo. Son allure est teintée de mystère, son sang a des propriétés bien pour le moins surprenantes, et son histoire évolutive est bien l'occasion de corriger quelques erreurs que vous pouvez faire peut-être sur la théorie de l'évolution. C'est parti pour le générique. Mais pas celui-là. Ah, c'était bécade là. La limule est présente dans vos Pokédex sous le nom de Kabuto. Elle aurait également inspiré le fameux 8e passager Alien. Il existe en réalité 4 espèces de limules à travers le monde, des espèces dites relictuelles, en quelque sorte survivantes d'un groupe beaucoup plus important il y a longtemps quoi. Voici les noms, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de les déchiffrer. Je pense qu'on parlera davantage dans cette vidéo de Limulus polyphemus. Le premier mot qu'on va retenir ici, c'est que la limule fait partie des arthropodes, en l'occurrence des arthropodes marins. La caractéristique majeure de ce groupe, c'est que leur corps est dit segmenté, il est donc en plusieurs parties. Les segments peuvent être munis d'appendices qui vont eux-mêmes être divisés en plusieurs parties qu'on nomme articles. C'est une façon compliquée de dire qu'ils ont des pattes. Par ailleurs, le terme arthropode vient du grec et signifie, en extrapolant un petit peu, pattes articulées, une caractéristique bien sûr qu'on considère comme étant la plus importante de ce groupe. Ils ont également une cuticule dure qu'on nomme l'exosquelette, celui-ci est généralement composé d'adamantium. Alors en fait, c'est plutôt de la chitine. Et on dit chitine, pas chitine. Les arthropodes constituent également l'un des groupes les plus importants en nombre d'espèces du règne animal. Effectivement, on y trouve les insectes, les crustacés, les araignées, les scorpions, etc. etc. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo qu'on a faite sur le Sacoritus, je pense que je vais mettre un lien ou une suggestion pas loin. En fait, on avait dit que le vivant était classé en plein de groupes différents, en plein de subdivisions. Arthropode est donc l'un de ces groupes. Et la limule, en plus d'être un arthropode, est également un chélicérate, c'est-à-dire un organisme qui possède des chélicères, qui sont des sortes de mâchoires. Voilà. Je fais super bien la chélicère. Parée d'une carapace qui lui vaut le nom en anglais de crabe fer à cheval, la limule a des yeux un petit peu partout, 9 au total, sur le côté, sur le ventre, vers la bouche. Elle est même capable de détecter les UV, de percevoir l'intensité lumineuse et détecter évidemment des partenaires de reproduction, sans forcément d'ailleurs avoir une excellente vision pour autant. Les yeux de la limule intéresseront particulièrement un certain Alden Kiefer. En fait, ses yeux seront l'un des premiers travaux de ce prix Nobel de physiologie et médecine en 1967 sur ses travaux sur le nerf optique. Et puis aller à un autre petit détail anatomique, même si j'en passe des tas, sur sa queue qu'on nomme telson se trouvent des récepteurs sensibles à la lumière, lui permettant de s'adapter à l'obscurité. Sauf que voilà, notre limule est victime d'un véritable délit de faciès, car malgré ses incroyables caractéristiques, beaucoup continuent de croire qu'elle est tout à fait préhistorique. En soi, ce serait pas un problème si le terme était associé à la bonne définition, mais ce n'est pas le cas, ce qui a tendance à mettre sur les dents certaines personnes. Bon, visiblement, il faut remettre un petit peu d'ordre là-dedans. La notion de fossile vivant se base sur l'idée que notre limule d'aujourd'hui est proche, voire identique morphologiquement, des plus vieux fossiles qu'on ait retrouvés, soit à peu près 450 millions d'années. Et on appelle ceci scientifiquement la panchronie. Il existe d'autres exemples d'organismes panchroniques, morphologiquement proches de leurs lointains cousins aujourd'hui fossiles, comme le sélacanthe, le nautile ou encore le ginkgo et votre grand-mère. Oh ça va, je déconne. Et il y a un gros problème avec cette notion qui fait qu'on pense plein d'erreurs. Le terme de fossile vivant, ou living fossil en anglais, a été introduit par Charles Darwin himself. La bonne idée, merci papy. Il l'a fait dans son fameux livre L'origine des espèces, de façon plutôt anecdotique, lui-même le qualifie finalement de fantaisiste à un moment donné. Le terme peut sous-entendre que notre limule n'a pas évolué, qu'elle n'évolue plus, ou encore que c'est strictement la même que celle qui a existé il y a très longtemps. Sauf que c'est bien sûr totalement faux, puisque cela se base uniquement sur la morphologie, parce que c'est uniquement la chose qu'on voit avec les fossiles. Or, on sait qu'il y a à peu près 5% du génome qui s'occupe de l'apparence physique, voilà, de ce qu'on voit. Donc ça veut dire qu'il reste 95% dont on sait rien, y compris pour les fossiles, forcément. Or, en parlant de fossiles, figurez-vous qu'on n'a retrouvé absolument aucun fossile de Limulus polyphemus, qui est l'une des 4 espèces actuelles. Ce qui signifie que c'est pas un fossile vivant, puisque cette espèce a pas de fossile.
Cependant, en prenant en compte l'incroyable rareté et complexité du processus de fossilisation, on peut éventuellement penser que certaines espèces de limules n'ont pas été fossilisées, ou tout simplement retrouvées. C'est probable. Voici donc un exemple un petit peu plus concret. Là, il s'agit d'un fossile qui date d'à peu près 425 millions d'années et qui a été retrouvé au Royaume-Uni. Il se trouve que ce fossile-là, cette donc vieille limule, eh bien, présente plus de pattes que nos espèces actuelles. Donc, on peut dire qu'il y a bien eu un changement, même morphologique. Un sacré même, pour le coup. Et si je puis me permettre une petite réflexion personnelle, les différences déjà observées chez les 4 espèces actuelles montrent bien qu'on a des variations. Effectivement, les différences morphologiques entre les 4 espèces actuelles sont plutôt subtiles, mais elles sont bien là. Par exemple, la section transversale du telson est subtriangulaire chez Carcinoscorpius rotundicoda, alors qu'elle est triangulaire chez les autres espèces. De plus, le nombre d'épines immobiles sur la marge médio-postérieure de la carapace opistomatique est de 3 chez Tachypus tridentatus par rapport aux autres. Damn. Bref. Tout ça pour dire que oui, la limule est toujours soumise à la sélection naturelle et que non, ce n'est pas un fossile vivant. Néanmoins, on peut quand même observer une sorte de stase morphologique. Et cette stase morphologique est l'occasion rêvée pour moi d'expliquer un concept de base de l'évolution, deux visions pas forcément incompatibles sur comment l'évolution se déroule. En 1972, Stephen Jay Gould, un paléontologue, formule avec Niles Eldredge la théorie des équilibres ponctués, selon laquelle les organismes restent en stase pendant longtemps avant d'évoluer sur de courts laps de temps. Par opposition, Darwin, au XIXe siècle, bien avant donc, parlait plutôt de gradualisme, à savoir que les espèces évoluent un petit peu tout le temps au fil du temps. En fait, on a certainement un petit peu des deux visions qui se passent, bien sûr, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'elles n'étaient pas forcément incompatibles. Si au regard du gradualisme, notre limule semble présenter une sorte d'anomalie, la théorie des équilibres ponctués permet de mieux l'intégrer au sein de l'évolution, même si cette théorie-là est un petit peu perfectible et critiquée parfois parce qu'elle ne se base surtout que sur les fossiles. Quoi qu'il en soit, il faut retenir que ce n'est pas parce qu'une espèce peut évoluer qu'elle va forcément évoluer à fond la caisse. Tout dépend de son environnement. Par exemple, si elle subit peu de pression de la part de celui-ci, ou si pendant de longues périodes géologiques il ne subit pas de changement. L'évolution se contentera alors de stabiliser ce qui fonctionne déjà, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ou qu'il ne se passe rien. Au contraire! Ce qui est passionnant quand on analyse un organisme, quel qu'il soit, c'est que cela permet de balayer un petit peu tout, de l'évolution à la physiologie, en passant par d'autres thématiques comme, dans le cas de notre limule, la médecine ainsi que la biologie de la conservation. Alors oui, quand un biologiste vous dit que ça va parler biologie de la conservation, en général, c'est que ça pue du cul. Ça signifie que l'espèce est menacée, et ça a un rapport avec le sang dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, qui a une caractéristique assez intéressante. Notre sang est composé, vous le savez certainement, d'hémoglobine, cette protéine transportant l'oxygène. La limule, elle, à la place, a de l'hémocyanine. La différence réside dans le fait que l'hémoglobine est basée sur le fer dans sa composition, alors que l'hémocyanine, elle, part du cuivre, et c'est ce qui donne cet aspect bleu-vert à son sang. Et ce sang renferme un autre secret, une sorte d'équivalent de nos globules blancs, des amébocytes. Ces amébocytes ont la particularité, au contact d'endotoxines de bactéries, même en quantité minime, de former des agrégats qui vont totalement stopper les infections. Et en fait, certaines sources ont tendance à dire que la limule n'a pas de système immunitaire ou alors qu'il est primitif, et je trouve ça extrêmement réducteur au vu de son efficacité et surtout de sa sensibilité. Parce que la limule a été soumise comme nous à la sélection naturelle, elle a évolué comme nous, et donc c'est une grosse erreur de dire ça parce qu'elle a une tronche de fossile ou parce que son système a l'air un peu moins complexe que le nôtre. C'est faux de dire ça et c'est typiquement ce que la panchronie peut déclencher comme abus de langage ou comme erreur. Toujours est-il que son sang est une denrée rare et prisée dans le milieu médical, et donc c'est une particularité qui, on peut dire, est à double tranchant. 1 litre de son sang vaut plus de 10 000 €. On tire de son sang du LAL pour Limulus lysate, il est utilisé depuis les années 60 dans le milieu médical. Le LAL permet donc de détecter les endotoxines des bactéries et donc de s'assurer de la bonne stérilité du matériel médical. Car ces endotoxines qui sont présentes dans les membranes des bactéries peuvent, en cas de libération, provoquer de grosses réponses inflammatoires, des chocs septiques, voire carrément la mort. Et bien sûr, si je vous en parle, c'est que cela a un impact sur les populations d'immules. Elles sont collectées puis amenées en laboratoire afin de soit retirer une part non négligeable de sang, environ 1/3. Ces pratiques augmentent bel et bien le risque de mortalité. D'une étude à l'autre, cela varie quand même pas mal. On parle donc généralement d'un taux de mortalité à 15%, pouvant aller jusqu'à 30% parfois selon les études. Et c'est sans compter toutes les autres utilisations de la limule. La recherche biomédicale est très loin d'être seule responsable, j'insiste là-dessus. Elle a également servi d'engrais pendant plusieurs années et sert encore d'aujourd'hui d'appât pour la pêche à l'anguille par exemple. Pour le coup là, en tant qu'appât, c'est 100% de mortalité.
Toujours est-il que du coup la limule est considérée comme vulnérable d'après l'IUCN, qui est une ONG qui s'occupe de la conservation de la nature. En plus du reste, la chitine composant son exosquelette trouve pas mal d'applications, et apparemment en Asie on aime bien manger de la limule de temps en temps. Ça doit quand même croquer, non? Enfin, je sais pas. Sachant qu'en plus, il y a qu'à se baisser pour en ramasser, et que c'est loin d'être la chose la plus difficile à capturer. Car même si les observations sont toujours en cours, pour l'une des 4 espèces, la Limulus polyphemus, on constate bien une baisse notable au sein des populations. Évidemment, ces zones de déclin sont bien trop souvent corrélées avec d'anciens lieux d'exploitation humaine, mais qui sont aujourd'hui très réglementés. À travers différentes mesures, allant de quotas jusqu'à l'interdiction pure et simple de la pêche de cet animal, la situation change petit à petit, pour finir par réellement avoir un impact positif dans certains endroits. L'ensemble de ces actions utilise alors ce qu'on appelle la biologie de la conservation. Traitant à la fois de la bonne santé des organismes et de l'habitat qu'ils occupent, cette discipline est d'une importance capitale pour sauver certaines espèces. Surtout quand la fin des récoltes excessives laisse place à un environnement ne cessant de se dégrader. Car sans être une princesse, la limule requiert parfois différents besoins bien particuliers, notamment d'une belle plage de sable pour ses œufs, ce qui n'est pas toujours le cas au fil des années avec les changements environnementaux et les pollutions. De ce fait, la biologie de conservation ne se cantonne pas juste à réglementer la capture de ces animaux, mais aussi à sauvegarder leur habitat, un effort s'avérant plus que payant dans la sauvegarde de certaines populations. Mais malgré tout, il faut aussi malheureusement se rendre compte que les avancées dans ce domaine sont extrêmement difficiles à appliquer à grande échelle. Les réglementations et politiques de protection ne sont pas toujours appliquées de la même manière, et certaines lois ne franchissent pas les frontières, il y a donc encore pas mal de chemin à faire pour garantir au mieux la sécurité de cet animal. De plus, une partie non négligeable de certaines économies sont basées sur la limule, ceci rendant extrêmement difficile les changements de modèle économique, faisant vivre des milliers de personnes. Mais bien évidemment, c'est loin d'être une excuse pour ne rien changer. Et c'est sur ces dernières paroles de Melvac que cette vidéo va s'achever. Je le remercie beaucoup pour son aide, et si vous ne connaissez pas sa chaîne, eh bien c'est le moment d'aller faire un tour parce que c'est de l'excellent travail. Et avant que cette vidéo se termine, je tiens à remercier Patrick, l'un de mes fidèles relecteurs, qui m'est à chaque fois d'une grande aide pour la relecture de mes scripts. Et je tiens aussi à citer le blog de Bionoon, qui est entretenu par les étudiants de l'université Paris Diderot. Et ce blog est très bien, le lien est dans la description, je vous recommande vivement d'aller faire un tour, je suis sûr qu'ils seront contents que je les ai cités en fin de vidéo. Je les salue donc et je leur souhaite une bonne continuation. Quant à moi, il ne me reste plus comme d'habitude à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de l'Envers de la Blouse. Salut!